Parce que ce que vous venez de dire, c'est effectivement le constat. Pour quelqu'un qui anime une conférence ou qui intervient, un panéliste ou un conférencier lui-même, c'est ce dont il a besoin pour justement clarifier son propos, c'est des interventions comme celles que vous venez de faire. Elles sont franches, elles sont sincères, pas de calcul. C'était le but de cette rencontre-là. Quand les gens m'ont dit, mais au fond de moi, je ne voulais pas de meeting, je voulais une journée de réflexion. La démarche, comprenez-la bien. On aurait pu demander à Mohamed ou à d'autres de nous trouver une grande salle où nous allons faire du bruit. J'amène les djambodons, les colting et autres. Tous les tam-tams vont venir faire du bruit. Ce n'était pas ça le but. Le but, c'était d'avoir quelques Sénégalais qui acceptent de prendre leur temps un après-midi et de réfléchir sur une question aussi importante que celle-là, avec les enjeux dont on a parlé. L'enjeu de la représentation. Représenter quelqu'un, c'est lui donner mandat. On lui donne mandat pendant 5 ans de parler pour nous, à notre nom et pour notre compte. Qu'il le fasse bien ou mal, c'est trop tard. Il a 5 ans. Je ne suis pas allé aussi loin que ma sœur en portant une appréciation sur le travail des élus. Mais je voulais présenter un sujet. Mais nous devons maintenant avoir des exigences par rapport à ceux qui vont aspirer à la fonction de député à partir de maintenant. Tirons les leçons du passé. Combien de personnes ont été élues à notre nom et pour notre compte? On les a choisis, on les a mis dans des positions. Ont-ils véritablement porté les revendications des migrants? Je vous ai donné l'exemple de la Gambie, dont les scores ont souvent permis à des députés migrants de pouvoir aller à l'Assemblée. Aucun parmi eux n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas seulement leur faute, c'est aussi la faute de l'administration qui, jusqu'ici, n'avait pas voulu prendre en charge cette question-là. C'est pourquoi, si aujourd'hui le président Macky Sall prend la décision de le faire, ben, si nous ne disons rien, et qu'il subit les pressions qu'il est en train de subir, et qu'il prend des décisions maladroites, elles nous seront applicables pour les 5 ans qui viennent. Il faudra attendre une autre époque, 5 autres années, pour pouvoir essayer de rectifier. Et croyez-moi, les acquis, il y a des syndicalistes comme M. Colli qui sont dans la salle, et M. Manet, quand on se bat pour avoir un acquis, eh ben, c'est très difficile de revenir dessus. Les acquis, on les consolide. Le nombre de députés, si aujourd'hui on ne résiste pas à la pression pour qu'on ne l'augmente pas, la tendance c'est vers ça. Si on résiste pour que ça ne s'augmente pas, ça permettra de stabiliser le niveau des dépenses. La gabegie dont on parle, c'est par des décisions qu'on les combat. Et rien d'autre. Je pense que c'est légitime, comme vous l'avez dit, Nafissatou. C'est légitime, Madame Mbodj, qu'effectivement, les Sénégalais de la diaspora puissent choisir, comme les gens de Dakar, où je suis né. Quand ma famille vote, ou mes cousins qui sont à Ziguinchor, ou les votent à Tamba, à Kédougou ou ailleurs, quand ils votent parce qu'ils connaissent les députés qui sont investis. C'est Madame tel, c'est Monsieur tel. Ils connaissent ces messieurs parce qu'ils se fréquentent. Ils savent si ces gars-là sont suffisamment engagés pour les causes du département ou pas. L'élection du député, ce n'est pas à la base une affaire de parti. C'est une question de proximité. Est-ce que ce gars-là ou cette dame-là ou cette demoiselle connaît suffisamment bien les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour qu'on lui donne mandat, pour que pendant 5 ans, il aille parler à notre nom et pour notre compte? C'est de cela qu'il s'agit. Dire aujourd'hui, le président, bon, on l'a toujours dit, c'est une erreur. Le politique, quand tu dis, je ne m'occupe pas de politique, la politique s'occupe de toi. Elle décide du nombre de cases de santé, elle décide du nombre d'écoles, elle décide du salaire des uns et des autres. Il décide même du nombre de députés, du nombre de ministres. C'est la politique qui décide de tout. Toi, tu dis, ah non, mon politique d'al, mais tu te trompes. Parce que tu ne t'occupes pas de la politique, mais elle s'occupe de toi au quotidien. De tes faits et gestes. Le politique légifère à ta place. Quand tu as l'occasion de pouvoir dire ce que tu penses, en choisissant des hommes et des femmes qui vont pouvoir parler de certains sujets, nom de Dieu, hésiter, ça servirait à quoi?
Surtout nous autres qui sommes loin. Je peux comprendre que certaines personnes qui sont au plan local disent « Ah oui, si tu parles, tu risques de la répression. » C'est faux. C'est faux. Même s'il y a 45% de répression, ça ne peut pas être 100% de répression parce qu'on a fait une proposition. Fut-elle contre le leader? Et combien de fois les leaders ont été contraints? Par contre, il faut comprendre que les leaders, les présidents de la République et autres, ne sont pas libres. Ils subissent des pressions. Et ces pressions-là, c'est nous, les opinions libres, même si on est des acteurs, des cadres de partis politiques, comme l'a rappelé Ibrahima Sonko tout à l'heure pour ce qui le concerne, c'est bien. C'est bien. Tu es courageux, tu es venu. D'autres m'ont dit, ils viendraient. Mais je signale que certaines personnes, quand ils m'ont dit, oui, mais est-ce que l'ambassadeur sera là? Est-ce que le consul sera là? Je sais vers où ils veulent aller. Moi, je n'organise pas une confrontation avec l'ambassadeur. Ce n'est pas mon problème, je n'organise pas ça. Ceux qui veulent ça, ils attendent une autre tribune. Ce à quoi j'appelle, c'est à une réflexion comme nous sommes en train de le faire. Ceux qui veulent autre chose, vraiment, ils peuvent attendre. La question de la représentativité, c'est une question réelle et c'est le nœud du problème. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le président qui va décider pour nous, Nafissatou. Ce n'est pas les partis politiques qui vont décider pour nous, c'est notre engagement, à nous, personnel, de nous lever pour dire quel type d'élu nous voulons. À ce moment-là, chaque cadre dans son parti va dire, ben écoutez, la tendance aujourd'hui, c'est que la communauté de la diaspora veut des élus qui se comportent de telle ou de telle autre manière. Croyez-moi, ils ne nous mettront pas n'importe qui. Ils prêteront attention. Mais si nous ne disons rien, ben ils continueront la même chose. J'ai commencé par répondre à Nafissatou, parce que c'est la dernière et c'est la dame, c'est notre sœur parmi les quatre, il n'y a pas eu la parité. Donc, pour justement que son interrogation prenne beaucoup de coefficients. Nafissatou, les problèmes que vous avez posés sont les réels problèmes que les députés devront prendre en charge. Il y a ce que M. le ministre conseiller, M. Ndiaye, connaît bien, ce que l'on appelle les accords bilatéraux. Ce sont des accords que les États signent avec d'autres États. Le Sénégal en a signé avec la France. Et ces accords-là, pour les changer, il faut justement que les gens mettent le doigt dessus et formulent des propositions pour dire que ça, c'est un problème et nous pensons que ceci ou cela peut être une solution. Et ça, pour que nos paroles portent, il faut que ça soit porté par des élus qui en soient capables de pouvoir les défendre. Il y a non seulement la possibilité de connaître, le diagnostic, il est bien posé. Maintenant, il reste la formulation des propositions et le suivi de ces revendications-là pour leur réalisation. Député de la diaspora, c'est une nécessité. Le Sénégal n'innove pas, on copie. La preuve, je vous dis, c'est depuis 1991 qu'on se bat pour ça. Avec le code électoral consensuel, il y a eu une amorce. Ça fait donc 25 ans que personnellement, j'y suis engagé. C'est pas rien. En 25 ans, un garçon ou une fille est déjà papa dans certains cas, dans beaucoup de cas même. En 25 ans, beaucoup de choses se réalisent dans la vie, donc ce n'est pas rien. Pour revenir à Ibrahima, tout comme à Al-Fousseni et à Léo, j'accepte et je reçois vos remerciements comme des encouragements. Des encouragements à poursuivre, mais croyez-moi, j'ai envie de dire que le plus grand combat que j'avais porté, c'est celui-là, au plan politique. Et je pense que maintenant, après le vote du référendum et l'adoption de la prochaine loi, je pense que cette question-là, pour moi, la page sera tournée, je m'orienterai vers autre chose, parce que 25 ans d'une vie consacrée à un sujet, et uniquement ce sujet-là, au plan politique, je pense que c'est suffisant, et on est presque arrivé au but. Le mode de cooptage, personne n'est d'accord. Ibrahima l'a dénoncé, vous êtes revenu dessus, Léo a posé la question de la faisabilité. Ce sont des questions qui se recoupent. Comment allons-nous procéder ? Aujourd'hui, si à la rentrée parlementaire, c'est d'ailleurs ce qui a fait, M. Ndiaye, M. le ministre conseiller, que j'ai souhaité que cette rencontre ait lieu. Parce qu'à la rentrée parlementaire, nos députés vont reprendre le travail en octobre. À la rentrée, si en octobre, novembre et décembre au plus tard, cette question-là n'est pas réglée, considérez que nous allons retravailler avec le même code électoral ou alors nous allons enfreindre les dispositions de l'OHADA qui interdit aux États africains de toucher
à leur texte réglementaire, 6 mois avant l'élection. Puisque le mandat des députés arrive à échéance le 30 juin, 6 mois avant, c'est le 1er janvier. Donc, il faut que ce texte-là soit adopté, déjà formulé, présenté à l'Assemblée et adopté. D'où l'intérêt, nous, de la proposition que nous faisons, en disant que ça peut se faire de cette manière-là. Comment ça devrait se faire dans la faisabilité? La faisabilité, pour moi, ce qui me paraît le plus judicieux, c'est de considérer chaque continent comme une circonscription électorale. Donc, que l'Europe soit considérée comme un département au Sénégal. Parce que les problèmes de l'Europe ne sont pas les problèmes de l'Afrique. Nos cousins et cousines qui sont aujourd'hui en Libye, au Maroc, en Gambie, en Côte d'Ivoire ou au Gabon, n'ont pas les mêmes problèmes que nous ici en Italie, en France ou en Espagne. Ces mêmes problèmes ne seront pas identiques à ceux de nos frères aux États-Unis et en Asie aussi. Donc, je pense qu'en créant, comment pour la faisabilité, on peut créer des circonscriptions électorales par continent d'émigration. Ça fera que si Nafissatou, par exemple, et Nafissatou Mbodj est investie et élue en France, qu'elle parte avec Mme Ndiaye, que l'on rencontre un M. Gueye ou un M. Ndiaye qui soit élu de Côte d'Ivoire ou du Gabon, un M. Ba ou un M. Diallo qui soit élu des États-Unis ou de l'Amérique, quand ces députés-là se retrouvent, ces députés de la diaspora se retrouvent à l'Assemblée, ils ont une équipe. Nafissatou pourra parler valablement des problèmes des migrants de l'Europe. M. Ndiaye des États-Unis pourra parler des problèmes que les migrants rencontrent en Amérique, etc., etc. Mais les pressions que le président subit aujourd'hui, si on le laisse, on risque de se retrouver à nouveau avec des élus qui vont encore être issus de l'Europe pour prétendre parler au nom de tous les immigrés, et une fois élus, on ne les verra plus. Une fois élus, on ne les verra plus. Et pourtant, nous battons campagne, parce que nous voulons qu'il y ait des immigrés à l'Assemblée. On fait tout. Mais une fois qu'ils sont élus, c'est terminé. Je pense comment les députés devront se comporter. Ça, c'est une exigence que nous devrions avoir, nous. Dire à ceux qui chercheront l'investiture que nous signons un pacte avec eux. Un député, il retourne à sa base. En France, ici, il est hors de question que quelqu'un puisse être élu et disparaisse pendant tout son mandat. C'est inimaginable. Inimaginable. Dans le travail que je fais aujourd'hui, j'y ai été encouragé par Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée, président du Conseil constitutionnel récemment. Mais qui nous dit que le député, c'est une question de proximité. C'est sa relation avec sa base, la population. Pourquoi il revenait, tout président de l'Assemblée qu'il était, il revenait se frotter à la population. Tout ministre de l'Intérieur qu'il était, il revenait se frotter à la population. Donc, l'élu des émigrés que nous attendons, c'est véritablement à nous de formuler, à la limite même, j'allais dire, un cahier de charge. Le cahier de charge, hélas, ce n'est pas pour l'imposer à des personnes, mais c'est pour l'imposer à des partis politiques ou des listes de candidats. Parce que rien n'empêche aujourd'hui que des gens bien organisés se décident de constituer une liste et d'aller à l'élection. Rien ne s'y oppose. Aujourd'hui, les dispositions du code électoral, c'est être investi par un parti politique ou une coalition de partis politiques ou porter une candidature indépendante. La candidature indépendante, c'est là-dessus que je vais m'arrêter un peu. Et dire la lourdeur qu'il y a dedans. Ça aussi, ça va être un élément de réforme important dans le code électoral pour les nouvelles dispositions qui devront être prises. Les candidatures indépendantes, elles sont permises, elles sont acceptées au Sénégal. Pour que quelqu'un puisse être candidat indépendant à une élection, il faut qu'il engrange 10 000 signatures d'électeurs inscrits. Nafissatou, Abdikarim et Léo, dites-moi, ou Cheikh Omar, dites-moi comment vous allez faire, vous qui résidez en France, si vous voulez porter une liste de candidats indépendants pour avoir les 10 000 signatures. Première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que le code électoral dit que ces 10 000 difficultés-là, vous devez les avoir à partir de au moins 5 régions. 5 régions à partir desquelles vous devrez avoir au minimum 500 signatures. Je prends un exemple. Demain, M. Gassama Ibrahim Solo me dit « Je veux porter une liste de candidats pour aller aux législatives ou à la présidentielle s'il veut. »
Mais il est obligé de trouver 10 000 signatures. Il réside en France. On lui dit 500 signatures dans 5 régions au moins. Lui est en France. Vous imaginez la lourdeur? Pour la diaspora, il faudra y réfléchir. Pour ceux qui voudront porter des listes de candidats indépendants, que cette lourdeur-là qui figure sur le code électoral, qu'il soit trouvé une solution pour l'amoindrir. Monsieur le ministre conseiller, voilà une préoccupation majeure. C'est une disposition du code électoral et je sais qu'on avance vers ça et quand les dispositions devront être prises, cette préoccupation, on va dire, liste indépendante, des signatures à prendre. Oui. Puisqu'il faudra prendre des signatures, pour les Sénégalais de la diaspora, je pense qu'on peut demander à ceux qui porteront des listes de demander leur signature auprès d'élus, au moins, et réduire le nombre de signatures qui est demandé. Ça reviendrait à rétablir un équilibre. Parce que demander aujourd'hui à un frère qui est en Gambie, qui veut être candidat, de pouvoir avoir des signatures dans différentes régions, et par exemple, nous, pour la diaspora, qu'il ait des signatures ici, en sachant les contraintes de visa et autres qu'il peut avoir, c'est une chimère, c'est un rêve. Il y a des dispositions qui sont là-dedans, que seul un immigré peut comprendre, c'est pourquoi nous les formulons et nous les posons aujourd'hui. Le mode de cooptage, malheureusement, on n'y peut rien. Le cooptage, on n'y peut pas grand-chose. Parce que ce sont les partis et coalitions de partis qui investissent les candidats. Et le principe, c'est que ce sont les responsables de coordination régionale, départementale et autres qui sont investis. Malheureusement, si tu fais autre chose, tu n'auras rien. Parce que si le bonhomme est pendant 5-7 ans responsable de la coordination de Kaolack, le bonhomme, il mouille le terrain, le maillot sur le terrain, il se bat, il fait tout le travail. Au moment de l'élection, on dit non, on ne le met pas, on met un autre. Ben, la population boycotte, parce que c'est lui qu'ils connaissent. Donc cette question du cooptage, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Mais les partis l'ont organisé d'une certaine manière. C'est qu'ils ne choisissent pas n'importe qui, ils choisissent les responsables. Maintenant, ceux qui voudront jouer le jeu de la discrimination, en voyant que c'est Cheikh Oumar qui est plus compétent, ils le laissent, ils prennent Léo parce que c'est leur copain, ben tant pis pour eux. Parce que la population fera le vote sanction. Parce que c'est l'élu, c'est une question de proximité, encore une fois. Al-Fousseini, la mission du député, véritablement, comme je le disais tout à l'heure, s'il travaille sérieusement, il n'a pas de temps. C'est un gars qui devrait être crevé de boulot. Les députés, ils ont l'obligation, ça c'est le règlement intérieur, ils ont l'obligation, lorsqu'ils sont élus, de s'inscrire dans une commission. L'Assemblée nationale est organisée comme un gouvernement. Il y a une commission de santé, commission jeunesse et sport, commission finance, commission, etc., etc., etc. Les 150 députés, chacun choisit au minimum une commission et au maximum 3. Comment ils travaillent? Ils travaillent en s'inscrivant dans une commission parce qu'ils sont spécialistes d'économie, de sport, de jeunesse, des questions de famille, de femmes, de santé, etc. Ils choisissent une commission au sein de laquelle ils s'inscrivent et pendant tout leur mandat, ils travaillent dans cette commission-là en alimentant la réflexion et autres. La mission principale du député, c'est le vote de la loi. C'est ce que dit la Constitution. Les députés sont élus à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Leur mission, c'est de voter les lois. Leur mission, c'est de contrôler l'exécutif, le gouvernement. Deuxième mission. Actuellement là, avec la nouvelle Constitution, il leur est permis de pouvoir interpeller des députés, des directeurs de sociétés nationaux. Des directeurs de sociétés nationaux qui gèrent de gros capitaux, donc ils peuvent être interpellés par des députés pour qu'ils viennent s'expliquer. Donc, si un député veut vraiment faire son travail, faire le contrôle de l'exécutif, la commission de la santé, le programme santé, quand le budget arrive et qu'on le vote, est-ce qu'il est appliqué? La commission des sports, le budget ministère de la jeunesse et des sports, quand on l'adopte, c'est le suivi de l'application de ces dispositions-là au quotidien. C'est leur mission. Il y a une mission, par contre, à laquelle il faut reconnaître que les députés ont failli sur ce plan-là. C'est la proposition de loi. Parce qu'au Sénégal, l'origine des lois, elle a 2 sources. La première, c'est les projets de loi qui viennent du gouvernement,
C'est le gouvernement qui propose qui soumet à l'Assemblée un projet de loi. Les députés, ils viennent le défendre et les députés le votent ou le rejettent. Même ont la possibilité de faire une proposition de loi. Mais malheureusement, à ce niveau-là, ils ne font rien. Cette question-là, je l'ai portée, j'ai fait le tour des députés, je vous l'ai démontré tout à l'heure. Mais la question, c'était que les députés majoritaires, pour eux, il n'y avait pas intérêt à le faire. Majorité sous Diouf, majorité sous Wade, et aujourd'hui, majorité sous le président Macky Sall. Si les gens soutiennent, c'est parce que leur préoccupation, c'est vouloir qu'il y ait un nombre supplémentaire de députés. Donc, on voit très bien qu'il y a un point sur lequel les députés faillissent un tout petit peu. C'est la question de la proposition des lois. Je pense, monsieur le ministre conseiller, monsieur le maire adjoint, on n'est pas loin du temps. Je vais, si madame la modératrice le permet, redonner la parole pour qu'on prenne une petite liste de 2-3 personnes peut-être, pour ensuite boucler et laisser monsieur le ministre conseiller, monsieur le maire déjà, dire un petit mot, et monsieur le ministre conseiller un mot également, et s'il y a besoin, je vous remercierai à la fin pour terminer. Merci. Je dis bonjour à tous les membres ici présents qui sont venus écouter le conférencier. Je pense que la conférence a intéressé pratiquement les gens qui sont ici. Il n'y a pas de chuchotement au moment où l'exposé a été fait. Et je remercie donc monsieur le conférencier. Je voudrais poser une question. La question peut être pertinente ou pas, mais je tiens cela à cœur. Je pose la question à M. Kabou pour lui demander, faut-il avoir un projet pour le donner à un certain monsieur qui est par exemple moi, je m'appelle Moussa Mane, pour que moi je porte ce projet. Un projet qu'il a porté depuis 1991 jusqu'à nos jours. Il ne serait pas aussi beaucoup plus utile que celui qui a élaboré ce projet depuis 1991 à 2016 soit porteur de ce projet. Je veux dire par là, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit un peu beaucoup plus clair, qu'il puisse nous expliquer est-ce que lui, son projet, il veut le donner à quelqu'un ou c'est lui-même qui veut le porter. Parce qu'on parle de députés, des gens qui connaissent la diaspora, qui seront là pour nous représenter. On a eu des gens qui nous ont représentés pendant les gouvernements passés, depuis Senghor jusqu'à nos jours, mais pratiquement, actuellement, il n'y en a plus personne. Il n'y en a plus personne parce qu'on ne nous connaît pas. Nous ne les connaissons pas. Des gens qui viennent du Sénégal pour nous parler des lois qui sont au Sénégal, alors qu'ils ne savent pas les difficultés que nous vivons ici, en Europe, je pense que c'est très mal vu vis-à-vis de la diaspora parce qu'on ne parle pas du même langage. Nous avons des problèmes ici et ces problèmes ne peuvent même pas être représentés à l'Assemblée si nous qui sommes ici, on ne se comprend pas avec notre porteur de parole. On ne peut pas donner mandat à quelqu'un que tu ne connais pas pour te représenter en lieu et place dans un lieu aussi important qui est l'Assemblée nationale. Cette question est posée particulièrement à M. Kabou pour qu'il s'exprime de manière à savoir si c'est le porteur de ce sujet qui maîtrise bien ce sujet, qui est prêt à défendre la diaspora, parce que je crois qu'on a eu beaucoup d'enseignements quand il a exposé. Voilà, je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bonjour à tout le monde. À l'instar de mes prédécesseurs, donc, je vais me rejoindre à cette liste pour remercier tout d'abord Pape Kabo pour la qualité de son exposé,
mais aussi pour les informations qu'il nous a apportées aujourd'hui, qui nous ont bien éclairés pour la suite, parce que il faut attendre à une suite. Parce que cette constitution, jusque-là, depuis que ça a été voté, jusque-là, on n'a pas eu d'informations claires pour vraiment se positionner pour la suite du système électoral au niveau du Sénégal. Mais quand même pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir la représentation des Sénégalais de l'extérieur au sein de l'Assemblée nationale, je pense qu'il était temps. Mais comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Parce que moi, je pense que la diaspora avait beaucoup servi à être spectateur que intervenant. La diaspora a été utilisée par les politiques pour remplir les salles de meeting, pour être là à applaudir, à avaler n'importe quelle promesse, ceci, cela, alors que la diaspora doit être un système de proposition, un système de contribution, un système d'intervention, un système de regard, parce que c'est de l'extérieur qu'on peut mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, il était temps, parce qu'on a été beaucoup utilisé. Lors des campagnes électorales, on vient, l'autre candidat nous propose tant, l'autre nous dit ceci, cela, ainsi de suite, et on ne voit rien. Mais je pense que pour la majeure partie des gens de la diaspora, nous devons être fiers parce que ici, on vit à la sueur de nos fronts. Ici, on travaille. Nous sommes tous ici. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont quitter ici et ils vont aller au travail. Donc ça, pour ça, là, nous devons être fiers de ça. Et vu qu'on vit à la sueur de nos fronts, c'est pas le gouvernement, c'est pas en politique, c'est pas n'importe qui nous donne à manger ou qui nous finance nos affaires ici. Donc, rien que pour cela, nous devons être vraiment fermes sur nos propositions et avoir un œil critique, proposer vraiment des solutions pour notre pays. Parce qu'il faut arrêter. Nous ne serons pas là maintenant à applaudir, à avaler tout ce qu'on nous dira, ainsi de suite. Et je pense que cette journée de réflexion, comme le porte son nom, était très importante. Et merci Pape pour avoir pris cette initiative. Et c'est vrai que la question du tonton était légitime. Hein, donc du coup, je pense qu'on attendra les réponses. Et parce que voilà, c'est bien beau, il faut vraiment éclaircir et tout. Parce que, mais bon, comme il l'a dit, pourquoi... Voilà, moi qui suis l'auteur d'un projet qui maîtrise, ça fait plus de 25 ans que tu es là, tu connais la diaspora, les préoccupations et voilà, maintenant il va falloir, bon, c'est vrai que c'est pas le lieu, c'est pas le moment de nous donner des intentions, ainsi de suite, mais je pense qu'après, il faudra qu'on revienne dessus. Donc, pour revenir encore une fois sur les députés, je pense que l'erreur, il y avait une erreur sur le mode de nomination des députés, mais je pense que malgré tout ce qu'il a fait pour le pays, le Sénégal, et personne ne peut contester ça, je pense que le président Wade, ça fait partir des critiques qu'on peut lui apporter au niveau de l'Assemblée en introduisant la parité. C'est vrai que les femmes compétentes, il faut les mettre devant. Il faut pas qu'il y ait des reproches ou des complexes vis-à-vis de ça. Je pense que les personnes compétentes doivent être à la place qu'il faut. Et ça, il faut le mettre partout. Mais quand même, il ne faut pas aussi se mettre derrière cette soi-disant parité au niveau de l'Assemblée nationale pour mettre des gens qui ne savent même pas écrire, même pas lire, ainsi de suite, pour les mettre au niveau de l'Assemblée nationale, soi-disant qui représentent un terroir et qui doivent défendre les intérêts de ce terroir. Ces femmes qui ne prennent même pas la parole, ou même les personnes qui ne prennent même pas la parole au niveau de l'Assemblée nationale pour intervenir sur des sujets. Et je pense que ce système-là, il va vraiment falloir y revenir dessus. Et malheureusement, c'est le cas.
au niveau du Sénégal, le parti au pouvoir qui, par exemple, quand un président arrive lors des élections législatives, c'est lui qui remporte les élections législatives. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Et la plupart des gens que le parti au pouvoir impose sur le terrain, c'est pas vraiment, c'est pas la volonté du peuple, c'est pas la volonté des gens de la localité, et ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais je pense que ici, nous, au niveau de la diaspora, nous avons vraiment un très grand rôle à jouer. Déjà un rôle de regard, un rôle de proposition. Il faudra qu'on soit vraiment, qu'on propose des actions, qu'on propose, qu'on contribue vraiment à l'élaboration de l'économie et aussi à l'élaboration du système politique de notre pays. Donc, il est temps. Voilà, ça c'est pas arrivé jusque-là, mais maintenant, il faudra prendre les choses en main et participer dans le combat. Merci. À Monsieur le ministre, puisqu'il s'agit des élections, donc maintenant que la diaspora est disposée, il faut prendre les choses en main. Et que pour prendre cette chose en main, pour les avoir, il faut par vote. Et pour voter, il faut aller aux urnes et déposer son bulletin. Et pour déposer son bulletin, il faut être inscrit. Est-ce que, au niveau, vous, aujourd'hui, au niveau de toute la France, vous êtes prêts à former des commissions qui vont passer dans toutes les régions pour inscrire les Sénégalais? Il y en a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas inscrits, pour les inscrire sur la liste, de façon que le jour arrivé pour qu'on gagne, il faut vraiment que la diaspora vote. Et pour voter, il faut s'inscrire. Donc aujourd'hui, ici en France, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'immigrés qui sont venus, qui n'avaient pas de carte, et qui sont aujourd'hui sont régularisés, qui ont des cartes, qui travaillent et qui ne sont pas inscrits dans les listes. Donc il y en a beaucoup à travers toute la France et partout il y en a beaucoup. Il y a des hommes qui ont fait venir leur famille et tout ça, ils ne sont pas encore inscrits. Est-ce que vous avez, d'ici les élections, vous allez faire passer des commissions à travers toute la France pour inscrire tout le monde? De façon que si nous voulons vraiment, nous, la diaspora, gagner, c'est à nous. Ce n'est pas par le verbe qu'on va gagner, c'est par les bulletins. Et pour aller aux urnes par les bulletins, il faut s'inscrire. Si on n'est pas inscrit, on ne gagnera pas. Avec votre permission, justement, donner des réponses très brèves. Je vais, comme tout à l'heure d'ailleurs, commencer par la dernière question, qui, elle, est en fait, comme l'a dit M. Diatta, destinée à M. le ministre conseiller, parce qu'il s'agit d'organisation matérielle. C'est en charge, il transmettra à M. le consul général, qui, eux, ont la responsabilité de l'organisation du vote, sous le couvert, naturellement, de l'ambassadeur, qui est l'autorité administrative au plan local en France. La question de M. Diatta, monsieur le ministre conseiller, ce que je voudrais dire, que c'est une préoccupation majeure. Figurez-vous que le code électoral prévoit que dans chaque localité où il y a 500 électeurs inscrits, le code électoral permet qu'on ouvre un bureau de vote. Donc la préoccupation que vous avez de l'éloignement des personnes qui habitent loin, qui doivent se déplacer parce qu'ils viennent chercher une pièce sur Paris, ils doivent revenir pour voter sur Paris. À une certaine époque, nous avions été interpellés. Je revenais de campagne électorale en Gambie, on me dit, mais bon, vous avez crié partout que les émigrés ceci et cela, mais les gens n'ont pas assez voté. Et j'ai expliqué la contrainte qu'il y avait chez l'émigré. Et ça, il faut reconnaître aussi que déjà sous Diouf, puis surtout sous Wade, il y a eu des évolutions constantes pour permettre de soulager les migrants. À une époque, pour voter, il n'y avait que 2 lieux de vote sur tout l'étendue du territoire français. C'était Le Havre et Paris. 93, 98. On ne pouvait voter nulle part ailleurs, si ce n'est au Havre et à Paris. Donc, ce qui veut dire que le gars qui habitait Bordeaux, Marseille, etc., il venait à Paris pour s'inscrire. Il retournait à Bordeaux, une journée de travail perdue, parce que le consulat n'ouvrait que des jours ouvrés. Il revenait à Paris, cherchait sa carte d'électeur, il retournait, 2e journée perdue. Et il revenait à Paris, une 3e fois, cette fois-là, c'est un dimanche, pour voter.
Vous voyez combien ça pèse sur le migrant, la question électorale. Et nous n'avons pas joué avec cela. Malgré tout, ces pressions continuent de s'exercer sur nous. La question de M. Diatta, j'en fais mienne aussi, M. le ministre conseiller. Est-ce que l'administration prendra ces dispositions pour permettre aux Sénégalais qui sont dans des départements tels que, par exemple, je pense qu'il est du département de l'Eure, c'est quand même un peu plus de 100 km pour venir de là-bas et venir voter à Évreux, à Paris, de certains endroits. D'autres qui habitent d'autres localités, pareil, se déplacent, alors qu'ils dépassent les dispositions que le Code électoral prévoit pour permettre des ouvertures de bureaux de vote. Pour prendre la localité d'Évreux où je réside maintenant, la communauté algérienne vote sur place, la communauté marocaine vote sur place. Et elles sont beaucoup moins importantes que la communauté sénégalaise qui est sur place. Cette question-là, j'en fais mienne aussi pour demander à l'autorité d'aider à faciliter la participation à l'expression du suffrage des Sénégalais en permettant le vote au niveau de leurs localités respectives. À Cheikh Omar Diabaté, les questions, vous les avez posées, hein, c'est de la fermeté. C'est de la fermeté. Parce que certaines revendications, si elles sont formulées mollement, elles ne seront pas acceptées. Voilà. Et il ne s'agit pas non plus de faire du grand tapage, il s'agit de faire des propositions sensées, de faire une discussion sereine comme celle qu'on a eue aujourd'hui, où personne n'est venu tenter de perturber la participation de M. le maire ou de M. le ministre conseiller. Inutilement, j'ai changé de disposition pour qu'il soit au centre, parce que je craignais, je me demande si on n'aurait pas pu bousculer Rokhaya et me bousculer moi aussi, pour accéder à eux. Donc c'est pour dire que c'est un genre de rencontre comme celui-là qu'il permet de faire avancer les choses, d'être clair dans le propos, d'être ferme dans ce que l'on dit, mais de le dire en toute quiétude, dans la simplicité. Donc, la question de l'oncle, je ne l'esquive pas. Je ne peux pas l'esquiver. Mais se présenter à une élection suppose comprendre les enjeux. Je les ai compris. Se présenter à une élection, c'est se sentir à mesure de porter le projet. Très honnêtement, avec la confiance des migrants, je pense que je ne décevrai pas. Se présenter à une élection aussi suppose que les règles du jeu soient claires. C'est à ce niveau-là qu'il y a encore problème pour pouvoir dire aujourd'hui, j'y vais ou j'y vais pas. Parce qu'on ne sait pas comment l'autorité va organiser cette chose-là. Le dernier mot lui revient. Nous sommes des acteurs politiques et si vous nous faites confiance et que, effectivement, vous manifestiez le désir de faire du chemin avec nous, ben pourquoi pas? Ce que j'ai entendu aujourd'hui, moi, très honnêtement, me rassure. Parce que être élu pour ensuite disparaître, ça ne m'intéresserait pas personnellement. Parce qu'en 5 ans, beaucoup de choses évoluent. Un individu ou une dame élue qui ne rencontre pas sa base pour actualiser les connaissances qu'il avait au moment où il cherchait le suffrage, il va être très vite out. Et croyez-moi, c'est une mission qui est largement à ma portée, parce que ça fait des années, je suis allé dans plusieurs assemblées de pays différents, en Europe et en Afrique, pour voir comment les gens travaillent. C'est une mission qui est à ma portée et je ne la crains pas. Le moment venu, si les règles sont claires, je ne me défilerai pas. Toujours avec le doyen Moussa et Cheikh Omar, les questions sont les mêmes. Moi, c'est aussi vous remercier à mon tour, parce que vous avez consacré un samedi après-midi à venir prendre le temps de discuter. À M. Diatta qui est venu de l'heure, au doyen Moussa qui m'a appelé tout à l'heure, à ma grande sœur Hélène, que je salue, qui est présente dans la salle, qui est au moins depuis plus de 45 ans en France. Ce n'est pas rien, c'est énorme. Les préoccupations des gens, ils les connaissent. Voilà des modèles de citoyens sénégalais qui sont là, qui ont travaillé jusqu'à leur retraite. Comme je le dis, zéro faute. L'image du Sénégal a été préservée par des personnes comme elle. L'image du Sénégal par des doyens comme Moussa, qui sont venus, il fait partie des premiers universitaires sénégalais arrivés ici et qui ont eu le comportement qu'ils ont, d'une simplicité. Il fait partie de la première génération de migrants issus de la brousse, venus en France faire des études et arriver à une licence. Simple, cadre dans le privé, aujourd'hui d'une simplicité comme ça. C'est pourquoi je suis honoré par leur présence et je les en remercie infiniment. Aux autres qui n'ont pas beaucoup moins de mérite, à ces charmantes dames assises devant nous,
et à ces jeunes frères qui ont bien voulu prendre la parole. Au grand sportif Ibrahima Solo Gassama, un exemple pour le sport au Sénégal, qui se fait incognito dans la salle. Je salue tout ce petit monde-là, et puis en particulier mes jeunes frères qui ont aidé à l'organisation de cette rencontre, à monsieur le maire pour avoir bien voulu faciliter la mise à disposition de la salle, à qui, madame la modératrice, je vais laisser la parole pour qu'à son tour, il donne le dernier mot à monsieur le maire, et qu'ensuite, si vous le voulez bien, on lèvera la séance pour respecter les horaires. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour cette brillante réflexion entre nous, entre gens intéressés, mais comme on dit maintenant avec les moyens de télécommunication, une conférence a une durée de vie exponentielle, et je sais que les vidéos seront vues par beaucoup de personnes, et la réflexion donc va continuer dans d'autres cercles. Effectivement, comme je le dis souvent dans le 20e, les migrants ont des racines, mais ils ont surtout des pieds. C'est-à-dire qu'ils bougent. Et à un moment donné, effectivement, on se pose la question de savoir, j'ai bougé, j'ai de l'expérience, j'ai un vécu, mais à un moment donné, j'ai envie de ce vécu, j'ai envie de le redonner aussi au pays, à ma terre natale. Et ça, c'est effectivement une réflexion que toutes les nations ont dans le monde. C'est pas exclusivement le Sénégal. La France, dans le pays dans lequel nous vivons, a 11 circonscriptions à l'extérieur. Il y a 11 députés et sénateurs aussi qui, effectivement, sont les représentants des Français qui ont décidé de quitter l'Hexagone pour aller voir si l'herbe est meilleure ailleurs. Bon. Donc c'est une réflexion qui est importante, c'est une réflexion qui est légitime, et bien sûr j'encourage les Sénégalais qui vivent ici en France, mais ailleurs aussi, à mettre ce qu'on appelle en politique le rapport de force nécessaire à ce que les revendications soient prises en compte par les autorités qui décident, in fine, de ces dispositions-là. Mais aussi, là c'est un message beaucoup plus personnel, et après je m'en arrêterai là, et c'est ma sœur Nafisato qui en a parlé, des jeunes qui vivent ici, des jeunes qui sont nés ici, qui sont parfois tiraillés entre le pays des parents et le pays où ils vivent ici. Et finalement, et c'est aussi mon cas, et si vous êtes dans cette salle, c'est finalement que cette migration, depuis les années 60-70, a porté des fruits. Et ces fruits veulent aussi contribuer positivement à cette élaboration, à cette construction démocratique, sociale, économique des pays d'origine. Et donc c'est un appel que je fais à vous tous et à tous ceux qui pourront voir ces vidéos, cette réflexion, c'est que oui, il y a des jeunes qui souhaitent être acteurs économiques, qui souhaitent être acteurs sociaux, acteurs citoyens des pays d'origine. Il suffit juste de leur donner les moyens. Et c'est aussi une revendication qui peut être portée par les députés de ces diasporas-là. C'est-à-dire que oui, nous avons des jeunes qui sont certes pas nés dans la terre natale, mais qui veulent contribuer. Donc, quels sont les dispositifs législatifs qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme guichet unique, comme agence économique pour qu'ils puissent investir dans le pays d'origine. Voilà des réflexions que je voulais partager avec vous ici. Je ne vais pas être plus long parce qu'il est déjà l'heure et mes agents attendent qu'on puisse fermer la salle. Donc je vais laisser la parole au ministre conseiller, à son Excellence, pour qu'il puisse clôturer comme disait Senghor, cet échange du donner et du recevoir. Donc, merci beaucoup aux uns et aux autres. Donc, j'ai bien pris note des préoccupations qui ont été exprimées par les uns et les autres et je vais transmettre à qui de droit. J'aimerais aussi répondre peut-être à 2 questions qui ont été posées. Ça va, c'est bon? Ok, c'est bon. Voilà. Encore plus? Je ne vais pas le manger quand même, mais bon, c'est bon. Donc voilà, je disais que j'ai bien pris note des préoccupations qui ont été exprimées par les uns et les autres et je vais transmettre à qui de droit.
Maintenant, je vais répondre peut-être à 2 questions qui m'ont été posées. La première qui ne m'a pas été posée directement d'ailleurs, c'est celle de Mme Mbodj, pour préciser que la Constitution ne parle pas de désignation. La Constitution parle de représentation et d'élection. Donc c'est clair dans le texte constitutionnel, les Sénégalais de l'extérieur vont élire leurs députés. Excusez-moi. Donc ça c'est clair. La seconde question a été posée par le monsieur qui est en face de moi pour dire qu'il y aura une révision des listes électorales. Ça, c'est à l'approche de chaque grande élection. Ça se fait au niveau de l'extérieur, ça se fait au niveau du Sénégal. Donc ça, c'est une tradition que nous avons. Et je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas cette fois. Le moment venu, effectivement, les services compétents du ministère de l'Intérieur, en rapport avec les différents consulats, feront le tour de la France pour recenser et inscrire les Sénégalais qui ne l'ont pas été. Par contre, il y a un problème. Effectivement, il faudrait que j'insiste dessus, parce que nous sommes du côté de l'administration. Nous avons des textes. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre d'électeurs en France, c'est 41 000 inscrits. Voilà. Actuellement, en France, il y a 79 bureaux de vote. Donc, quand vous divisez 49 000 par 79, c'est tout à fait normal. Ça donne 82. Donc, logiquement, la France aurait pu avoir peut-être au maximum 82 bureaux de vote. Donc l'administration ne peut pas aller au-delà. Donc il faut que les Sénégalais qui souhaitent voter soient inscrits pour que les autorités puissent les quantifier et ouvrir des bureaux de vote en conséquence. Sans cette inscription sur les listes électorales, on ne peut pas demander à l'autorité de venir ouvrir un bureau de vote et se rendre compte qu'au jour de l'élection, il y aura 5 ou 6 Sénégalais qui sont votés. C'est des moyens du contribuable qui sont dépensés pour une élection et c'est beaucoup d'argent. La seconde question, avant même l'élection, je pense que les Sénégalais de l'extérieur, aujourd'hui, il est difficile, pratiquement impossible de savoir ils sont combien. Les gens parlent de représentation, nous sommes approximativement 1 million, personne ne sait. Il y a aussi un effort que les Sénégalais doivent faire pour se faire immatriculer au niveau des ambassades et des consulats pour que les gens sachent exactement combien de Sénégalais vivent à l'extérieur. Sans ce travail, sans ce signalement, il sera difficile à l'autorité de faire des programmes, de faire des projections. Tout ce qui sera fait au regard des chiffres estimés se révélera malheureusement inopérant. Et ça, c'est de votre devoir d'aller vous inscrire auprès des consulats et des ambassades pour qu'on puisse savoir qu'il y a tant de Sénégalais en France, il y a tant de Sénégalais aux États-Unis. Actuellement, si vous regardez le fichier de tous les Sénégalais de l'extérieur, ça fait 200 000. C'est moins que la région de Ziguinchor, d'électeurs. Donc on part de 10 comparé à Dakar. Dakar, c'est 1 500 000 électeurs. Donc si on décide de vous accorder 10 électeurs, c'est sur la base d'estimation, pas de chiffres réels. Parce que réellement, c'est 200 000 électeurs. Tous les Sénégalais de l'extérieur qui sont inscrits sur les listes font 200 000, moins que Ziguinchor. Et la règle, c'est qu'on ne peut pas donner aux Sénégalais de l'extérieur ce qu'on refuse aux Sénégalais de l'intérieur. Si on vous donne 10 députés, sachez qu'à Ziguinchor, ça va zacher, Jazé, à Fatick, à Kaolack, dans les autres régions du Sénégal, les gens vont dire, mais ces gens, ils font 200 000, ils ont 10 députés, nous faisons 500 000, Thiès, c'est 600 000 électeurs. Thiès n'a pas 10 députés. Donc ça aussi, c'est des choses que les gens doivent dire et aller vers l'autorité pour que nous puissions savoir exactement il y a combien de Sénégalais qui vivent en France, il y a combien de Sénégalais qui ont l'âge de voter et il y a combien de Sénégalais qui ont décidé d'aller voter. Je vous donne l'exemple, je n'étais pas là parce que je suis arrivé il y a 1 mois. Lors du dernier référendum, il y a eu 5 000 votants. Donc si l'autorité partait de ce chiffre, il n'y aurait même presque pas eu d'élection en France. 5 000 votants. Donc même pas 10% des inscrits. Ça aussi, c'est un problème. Nous connaissons les contraintes. C'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. Donc il faut que les gens aussi fassent un peu plus pour vraiment que la question de la représentativité qui se pose soit vraiment résolue une bonne fois pour toutes. Je ne vais vraiment pas durer parce que malheureusement, moi-même, j'avais d'autres engagements, donc je devais quitter à 16h30. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc, en tout cas, je vous remercie encore. Et je vous encourage. La dernière note, c'est que vraiment, signalez-vous pour que les gens puissent savoir combien vous êtes à l'étranger. Merci.
Peut-être une petite touche féminine alors après. En tout cas, nous remercions Monsieur, Son Excellence, le ministre Michel Ndiaye, Monsieur le maire adjoint, Monsieur Gassama, Madame Da Silva et, comme je l'avais dit tantôt pour commencer, c'était Monsieur Moussa Mané. Mesdames et messieurs, en vos qualités et vos noms propres, mais surtout pour s'être déplacé, prendre de votre temps un samedi, sachant combien c'est difficile, surtout pour les dames. Mes remerciements vont plus aux dames pour avoir pris de leur temps un samedi et venir échanger avec nous. Les hommes ne sont pas en reste, mais je pense que ça soit pour moi comme pour vous autres, vous ne l'avez pas regretté. Après ce discours, après ce contenu éclairant que M. Kabo a bien voulu nous faire part, en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'au sortir de cette salle aujourd'hui, ce que ma sœur, Madame Boyd-Cran, et je ne me rappelle plus de votre nom, Chekou Craigne, ne sera plus, en tout cas d'actualité. Au sortir de cette salle, en tout cas, moi, j'ai été éclairée sur beaucoup de choses. Je ne subirai plus et personne ne choisira plus à ma place. Mais je pense que c'est à nous de prendre notre destin en main. Et pour cela, je pense que le Sénégalais doit rompre avec une tradition, c'est d'attendre l'information. Il faut que nous allions vers l'information et il faut aussi que nous nous engagions et que nous encourageons la jeunesse à s'engager en politique. C'est important. La politique, c'est les affaires de la cité. Si vous ne prenez pas sur vous la décision de décider, quelqu'un d'autre décidera à votre place. Et je pense que ça n'est assez, parce que jusqu'à présent, depuis qu'en tout cas je suis née, on n'a fait que subir la plupart du temps. Et il est grand temps que nous décidions et que nous prenions notre destin en main. Je remercie tout le monde au nom de M. Kabo d'abord, mais aussi, je pense que nos remerciements, les miens et les vôtres, vont à l'encontre de M. Kabo qui nous a bien éclairés. Merci et je pense à très bientôt. Et bon vent aussi, bon vent à M. Kabo. Merci à vous.